Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous proposons de rendre hommage à un ami, collègue, proche, disparu beaucoup trop tôt, Patrick Nègre. Sa disparition subite a créé une véritable onde de choc dans notre station, sur notre territoire et bien au-delà des frontières. C'est donc avec une vive émotion que nous avons préparé cette émission. Patrick Nègre n'aimait pas la lumière. Il était de ceux qui, indispensables, œuvrent en silence pour porter les antennes radio, télé, web de Guyane la Première. C'était un pilier de l'audiovisuel en Guyane. Il a traversé toutes les époques, vécu les grands bouleversements qui ont émaillé ces 30 dernières années. Derrière sa caméra, dans sa vision éditoriale, encore hier au service numérique, il était un témoin d'une histoire en marche. Les grands chantiers d'Elie Castor et Georges Ottilie, la construction de la base spatiale, les mouvements de mars-avril 2017, les élections territoriales 2021. Patrick était un acteur de l'ombre dans le traitement de l'actualité. C'était aussi un Guyanais profondément attaché à ses racines africaines. Il rêvait d'un monde meilleur pour sa Guyane. Il a toujours refusé de la quitter pour les mirages d'un ailleurs. Patrick Nègre, journaliste, grand reporter, ancien rédacteur en chef télé, a succombé à un arrêt cardiaque dans la nuit du 26 au 27 juin à l'hôpital de Cayenne. Nous vous proposons ce soir de mieux le connaître, de le découvrir en donnant la parole à ceux qui l'ont côtoyé. Il est parti à l'âge de 64 ans. Avant d'être journaliste, c'est un père, un mari, un frère et un ami. Patrick Cusson, bonsoir. Bonsoir. Il était votre ami, vous avez été très très proche de lui durant près de 40 ans. Quel est le souvenir que vous retenez de Patrick Nègre? Patrick était quelqu'un de simple. Il n'y avait pas de faux semblants avec lui. Et vous savez, dans la vie, les amis, on les compte sur une main. Et Patrick, il était là. Il était mon garde. Parce que bon, moi, j'ai mon caractère, je suis assez vif. Et Patrick, lui, était calme. Alors bon, c'était les deux ensemble. Et puis la combine, ça marchait. Et puis l'amitié est venue au fur et à mesure. Bon, comme ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans qu'on se côtoyait. Alors c'est justement, vous l'avez dit, une amitié fidèle. Quelles étaient selon vous ses qualités en tant qu'ami? Qu'est-ce qui vous a vraiment rapproché? Il n'y avait pas de faux semblants avec Patrick. Quand il avait besoin de dire des choses, il me le disait, et puis c'était vice-versa. Et c'est pour ça que ça a marché, parce que lorsqu'on avait besoin de se dire des choses, on se le disait face à face. Et Patrick, c'était quelqu'un de franc. Et des gens francs, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est pour ça, je pense qu'on s'est toujours bien entendu et que l'amitié s'est fait au fur et à mesure. Avec différents des hauts et des bas. Étapes, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Patrick Nègre a commencé sa carrière en tant qu'instituteur dans les communes éloignées. Très vite, il a eu une vision réaliste des potentialités et des handicaps du territoire. Pédagogue, il partageait déjà son savoir. Il a été durant plus de 6 ans maître d'école. Il sillonnait notre département. Il montrait déjà un sens inné de l'organisation. Gustave Aufonchois se souvient. Il a débuté sa carrière à l'Éducation nationale avec Patrick Nègre à Grand-Santi. J'ai rencontré, donc, quand nous sommes arrivés à Grand-Santi, quelqu'un qui était très apprécié par le village. D'ailleurs, il avait un contact relationnel avec les gens qui était extrêmement fort. Hein. Il parlait avec tout le monde, il s'adressait à tout le monde. Le dialogue était quelquefois difficile, les gens n'étaient pas créolophones ou francophones à l'époque. Mais il y avait quand même il y avait un feeling, comme on dit. Il conversait, il riait, mais il était affable aussi. Hein. Il était courtois, il avait beaucoup de qualités dans ce sens-là. Les enfants l'aimaient bien. Il faisait de l'athlétisme à un moment donné. Les gamins aimaient faire des courses, ils aimaient se mesurer bon, moi j'aimais être sportif, donc c'est pas que moi qu'ils allaient se mesurer. Mais par contre, quand Patrick faisait des courses avec eux, ils étaient sciés. Hein. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette capacité à apaiser les gens et cette capacité à parler avec les gens. Un ton calme, détendu. Il ne trouvait pas la solution immédiatement, mais tout le monde, les deux parties s'en allaient, apaisées, revenaient, et la solution était trouvée ou se trouvait toute seule. Il aimait souvent dire « Un Grand-Santi, tu te souviens? Tu te rappelles, un Grand-Santi, un Grand-Santi ?» Bon, voilà. Alors vous échangez beaucoup avec Patrick. Quel était le rapport que vous aviez avec lui à son retour justement de ces communes de l'intérieur? Patrick, il m'a fait découvrir la Guyane. Par ses photos, parce que c'était surtout un photographe au début. Et parce qu'il m'a montré des photos de certains endroits où je ne suis jamais allé. Je connais la Guyane, mais lorsque on remontait le Maroni, je ne l'ai jamais fait.
Il m'avait des photos qui étaient extraordinaires, ce qui m'a fait aimer la nature. En fait, la photographie, c'était son langage. C'était son langage, c'était sa façon de voir notre Guyane. Et vous pensez que c'est là-bas, en étant maître d'école, qu'est née cette passion qu'il avait pour la transmission? La transmission, Patrick a toujours aimé, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est apaiser les choses, calmer. Quand Patrick arrivait, tout redevenait simple. C'était un plaisir. Un conciliateur. Voilà, c'est un conciliateur. Même nous, on n'a jamais eu de conflit, mais je le voyais. Dès qu'il arrivait, tout le monde était apaisé. Pourquoi? C'était la nature de Patrick. Une autre de ses passions est assez représentative de sa personnalité, de son caractère. Il était un fan des rallyes automobiles, un sport demandant des capacités de contrôle de soi et de maîtrise tout en flirtant avec le danger. Patrick Cusson, il a été votre copilote. Comment se comportait-il? Si j'ai pris Patrick avec moi en tant que copilote, c'est parce qu'il y avait une symbiose. Dans le rallye, si vous avez le pilote et vous avez le copilote. Si les deux ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas avoir de résultat. Avec Patrick, les notes étaient précises. C'était quelqu'un qui était très maniaque. Donc, l'erreur n'était pas permise. Donc, il ne fallait pas... alors, si j'en faisais, je me faisais engueuler. S'il en faisait, je l'engueulais aussi. Mais bon, c'était la course. Patrick, avec lui, on a gagné les championnats de Guyane. Et je crois que c'est les plus gros souvenirs qu'il a gardés. Parce que dans son bureau, il avait toujours une photo avec la voiture de rallye. L'équipage Cusson-Nègre faisait les beaux jours des courses automobiles de l'époque. Je vous propose d'entendre le témoignage du champion de Guyane, Joël Benoît, et de Franck Fernandez, qui se trouvait, lui, à la caméra. Lorsque nous sommes revenus en Guyane, on s'est retrouvés dans la course automobile, puisqu'on a fait de la compétition ensemble. Et effectivement, c'était vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable. Et je ne sais pas quoi dire, parce qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il aussitôt, quoi. Dans le milieu automobile, on sait que ce n'était pas tout le temps évident. Hein, ça, oh là là. Et comment il arrivait à vivre dans ce milieu-là? Il était souvent copilote, il a été de Patrick Cusson, vous l'avez vu, comment... C'est-à-dire que lui, on était plus ou moins rivaux, puisque j'étais en tête, Patrick était en tête aussi, donc il fallait que Patrick était un sanguin. C'est quelqu'un de tout à fait... qui donnait de lui-même, quoi. Et Patrick calmait le tout, il était toujours... je sais pas, toujours merveilleux. Je l'ai connu dans d'autres circonstances, beaucoup plus intimes. Et c'était quelqu'un de tout à fait agréable, parce qu'il arrivait à concilier le vrai du faux, quoi. Et ça, j'aimais beaucoup. Patrick et moi, on a débuté tous les deux à peu près à la même période. On était amis d'enfance et on était surnommés Starsky et Hutch dans l'entreprise parce qu'on était tout le temps ensemble. Avec José et Claude Innocent, on a tourné tout ce qu'il y avait comme sport pour les actus et tout ce qui se concernait cette époque. Puis Patrick Nègre, déjà amoureux de l'image et de la photographie, est recruté au Centre de documentation pédagogique pour réaliser des documentaires. En 88, il est repéré par un autre grand reporter, José Blaisès. Il lui propose de venir travailler avec lui et Patrick se découvre une nouvelle passion. Avec force, courage, détermination, il se forme et devient journaliste reporter d'images. L'aventure audiovisuelle commence. Avec les reporters, il sillonne la Guyane mais aussi l'Hexagone, l'étranger. Ces images deviennent le support de nombreux magazines. Claude Innocent et José Blaisès, deux autres piliers de notre histoire, nous racontent. C'était un caméraman averti. Il avait la lecture des images. Je me souviens également, ce fameux but, c'était en février 1989. Je dis, Patrick, tu as filmé le but? Il m'a fait ça. Mais dis, Patrick, mais dis, Claude, tu me prends pour qui? C'est en boîte. Patrick Nègre, ce n'était pas un simple collègue. Ce n'était pas un ami. C'était un frère pour moi. Un frère avec un grand F. Je lui ai fait une proposition, je lui ai dit, mais ça ne t'intéresse pas de venir chez nous? Non, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais tu m'envoies tout le temps des photos de tout ce que tu fais et tu me dis, c'est pas possible. Mais si, ça peut être possible. Oui, mais pour faire quoi? Ben écoute, moi je sais pas, et si tu aimes la caméra, on peut régler ce problème.
Et puis on nous entend parler, on me dit non, 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 monsieur Blaise, il a l'éducation nationale, c'est un très bon instituteur, on a besoin de lui. Je dis oui, mais vous avez besoin de lui, mais moi aussi j'ai besoin de lui. Jean-Gilles Assart, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé avec Patrick Nègre. Quels sont les grands événements que vous avez couverts ensemble? Bonsoir Marie-Claude. Bah écoutez, le Tour de Guyane déjà, parce que c'est vraiment le moment où on se retrouvait et où ça nous sortait de la station, de la rédaction. Et là se créent des liens qui sont, comme vous disiez Claude Innocent tout à l'heure, qui vont au-delà du simple lien professionnel. Donc ces événements-là, Patrick les adorait. J'ai cru entendre justement au cours d'un des hommages rendus depuis sa disparition que il aurait aimé être là pour le second tour de l'élection de la CTG, par exemple. C'était prévu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aimait cette ambiance de travail collectif et où tout le monde était là. Il était partout. Il était partout et il aimait bien parce que c'est un homme très organisé qui était très pointilleux malgré son côté affectif, mais il était très pointilleux et chaque détail comptait pour lui. C'est ce que vous retenez de lui sur le plan professionnel, sur toutes ces années que vous avez passées ensemble? Tout à fait. Patrick a été nommé rédacteur en chef adjoint en 2000. Moi, j'ai été nommé en 2001. Nous avons donc collaboré pendant en gros 2 ans et demi, puisque moi, j'ai démissionné de ce poste en 2003. Un peu comme Patrick Cusson le disait tout à l'heure, chacun avait sa manière de faire. J'étais plus fougueux, plus, je dirais, moins à l'écoute, alors que lui, c'était tout le contraire. Beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui était bien dans notre duo, quoi. Maîtrise de soi, sens de l'organisation, discrétion, transmission, Patrick Nègre se révèle. Ces images ont parfois fait le tour du monde, comme le fameux but de Laurent Mandé, que l'on retrouve toujours dans les émissions de divertissement diffusées sur les grandes chaînes hexagonales, voire internationales. Le 29 février 89, le gardien de but du SC Kourou, Laurent Mandé, vous le voyez sur ces images, s'empare du ballon et remonte le terrain et marque. Cette image devient légendaire. Elle est signée Patrick Nègre. Oui, Jean-Gilles Assart, Patrick Nègre avait le triomphe modeste, puisque finalement, ce n'était pas quelqu'un qui se mettait en avant, il s'effaçait souvent derrière les autres. Tout à fait. Et l'histoire de ce but démontre toute la passion qu'il avait pour son métier. Parce qu'il n'est jamais très simple, si l'on n'est pas passionné par son métier et si on n'aime pas le sport, on ne peut pas faire cette image. On ne peut pas faire cette image parce que un match de foot, c'est 90 minutes, voire 120 minutes. Donc vous êtes derrière la caméra, parfois il ne se passe rien. Vous avez déjà vu des matchs de foot où le réalisateur manque, alors qu'il est en direct, manque un but parce qu'il était en train de passer un ralenti. Et là, c'est le drame. Alors, imaginez quelqu'un qui filme ce match et qui n'a pas ce but. Combien de fois c'est impossible. Oui, combien de fois on a été interpellé dans les tribunes en disant « Hey, le public qui se retourne vers nous, zot bien, zot prends ça là !» Voilà, c'est tout. Et là, ce but, vous vous rendez compte, un gardien qui part d'une surface de réparation et qui va marquer de l'autre côté, c'est pour ça que ça a fait le tour du monde. Et là, moi, je suis tellement content, parce que ce jour-là, j'étais au stade, je suis tellement content que Patrick ait eu cette image, parce que, voilà, ça... Si vous l'aviez raté, c'était impossible. Mon Dieu, on en aurait peut-être parlé pour dire « Ah, c'est lui qui l'a loupé, ce but-là ». Alors qu'aujourd'hui, on en parle parce qu'il l'a immortalisé. Et moi, je n'étais pas encore dans le métier, puisque 89, j'étais encore sur les terrains. Quand je suis arrivé en 90, je peux vous dire que c'est resté gravé dans ma tête. Et je disais souvent, et je le dis encore souvent à tous mes confrères, si vous ne voulez pas louper le but du siècle, dès que le ballon est en jeu,
Faites comme Patrick, déclenchez. Patrick Nègre a occupé toutes les fonctions, journaliste, reporter d'images, responsable d'édition, rédacteur en chef adjoint, puis à partir de 2011, durant 7 ans, rédacteur en chef, avant de rejoindre en 2018 le pôle Web Info Numérique. Il était d'abord journaliste. En 2005, dans une émission radio, il expliquait le sens de son investissement. Je vous propose de l'écouter. Être journaliste, c'est être ce qu'on appelle un témoin privilégié d'un événement. Ça veut dire qu'en amont de l'événement, il y a quand même aussi ce qu'on appelle une formation. Il y a une formation, il y a une culture personnelle. Et lorsqu'on va sur le terrain pour tourner un sujet, il ne faut pas s'emballer. Il faut rester extrêmement objectif. Avoir ce qu'on appelle assez de recul pour ne pas emballer la machine et puis utiliser n'importe quel terme, utiliser n'importe quelle image. Ce ne sont pas toutes les images que l'on peut diffuser. Et c'est extrêmement dangereux. Parce qu'une fois que l'image a été mise en boîte, on est tenté de vouloir faire ou un sujet objectif, avec le choix de mots objectif, et puis rentrer dans ce que j'appelle la forme de sensationnalisme, parce que maintenant, ce qui importe, c'est, je ne vais pas parler de talk show, mais c'est se montrer. En fait, le journaliste n'a pas à se montrer. L'essentiel, c'est l'information. Et être extrêmement vigilant quant au choix des mots, quant au choix des images, quant à la durée, quant aux commentaires, quant à la construction du sujet. C'était quelqu'un qui avait un amour viscéral pour son métier, mais aussi pour la Guyane. C'était très important pour lui que l'actualité reflète la réalité de guyanaise. Marie-Claude, je vais vous prendre un petit exemple. Les fêtes religieuses. C'est pas notre première obsession dans une rédaction. Mais Patrick, lui, les fêtes religieuses en Guyane, ça restait quelque chose qui devait transparaître à l'écran. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la Guyane, c'est notre culture. C'était patrimonial. C'est notre culture, c'est comme ça. Et combien de fois il s'est heurté au reste de la rédaction parce qu'il souhaitait qu'on aille faire, ne serait-ce comme on dit dans notre jargon, un off de telle fête. Patrick, c'était aussi aller au plus près de la population. Il n'y avait pas d'interdit. Il n'y avait pas de coup fourré. Il n'y avait pas de coup fourré. Du genre, lui, on lui donne la parole, l'autre, il était assez équilibré dans ses décisions. Toujours parce c'est un homme qui n'aimait pas les conflits. Donc, il n'allait pas se mettre en conflit avec X ou Y parce qu'on censure là, alors que ça n'existe pas. Nous, il n'y a pas de censure. Et cet homme, moi, je ne l'ai jamais connu. Au contraire, il faisait très attention pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, il était très bien informé aussi. Hein. Il avait son petit réseau d'informateurs. Il était au courant de tout, jusqu'à dernièrement d'ailleurs. Marie-Claude, on sait tous que Patrick... savait tout, surtout. On sait tous que Patrick, c'était, je sais pas, moi, j'allais prendre une mauvaise... Je pense que c'était pas un bon exemple en parlant des oreilles de Moscou, mais c'est quelqu'un qui... C'était un journaliste. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Dans l'encadrement, il animait une équipe de journalistes et de rédacteurs. Il a donc, comme le disait Jean-Gilles Lassard, une vision éditoriale pour la Guyane ancrée au cœur du territoire, le patrimoine, les us et coutumes. Il veut exprimer sa guyanité, une autre responsabilité qu'il partage avec ses collaborateurs. Corinne Bergeron et Muriel Barthélémy ont toutes deux travaillé étroitement avec lui. Tout naturellement, quand il a été nommé rédacteur en chef, il m'a demandé d'être son adjointe, ce que j'ai accepté. J'ai appris beaucoup à ses côtés sur la manière de travailler avec les équipes. Si je dois retenir un héritage, c'est sa bienveillance avec les équipes. C'est-à-dire que toute la rédaction l'appréciait en tant que rédacteur en chef, l'aimait. Tout le monde aimait Patrick. Il avait cette aura naturelle qui était à la fois faite de douceur et d'une grande rigueur professionnelle. De justice, mais aussi d'un humour impitoyable, ce qui fait qu'on ne l'oubliera jamais parce qu'il y aura toujours des situations qui feront qu'on pensera à lui, toujours et pour toujours. Et ça le rend totalement irremplaçable. Alors vous avez beaucoup travaillé avec lui. Qu'est-ce qui faisait selon vous ses qualités professionnelles ? L'écoute, parce que comme disait Corinne Bergeron, on rentrait à n'importe quel moment dans le bureau de Patrick. Patrick a commencé, je me souviens, il était responsable du tableau de service. C'était la personne qui
Qui a un rôle important. Eh oui, on sait très bien, et tout le monde le sait. C'est lui qui décide qui va travailler, quel jour. Il proposait ça au rédacteur en chef. Patrick, je peux te voir 2 secondes. Dis-moi, est-ce que tu peux pas, je serai pas là, j'ai un rendez-vous médical. Bon, ok, je t'arrange ça. Bon, ok, on va voir. C'était jamais non. C'était jamais non, et c'est ça qui fait la force de cet homme. C'était jamais non, c'était je vous écoute. Avant de dire non, il cherchait toujours à arranger donc la situation. Absolument. Et quand vous animez une équipe, et je prends toujours ce parallèle avec le sport, quand vous animez une équipe, il faut rassembler. Et c'est un rassembleur d'abord. C'est un rassembleur. On a toujours tendance à dire aimons-nous pendant que nous sommes vivants, avant que la mort ne nous trouve du talent. Je ne lui cherche pas du talent parce qu'il en avait naturellement. Lorsqu'il était rédacteur en chef, on se souvient des émissions 973 Chrono, Causé Hebdo ou encore Politique.Guyane, sans oublier la couverture des nombreux tours de Guyane ou des différentes élections. C'était un homme de service, un facilitateur, plaçant l'humain au centre de l'activité. Il a poussé de nombreux jeunes journalistes pour mieux les orienter. Depuis 3 ans, il exerçait de nouvelles fonctions au sein du pôle info numérique de la station. Lélia Chérubin-Jeannette et Catherine Lama témoignent à leur tour. On a eu des échanges professionnels, mais on avait surtout, une fois qu'on avait évacué ce que nous avions à faire pour la journée ou pour la semaine, chaque fois que l'on se rencontrait, qu'on se voyait, c'était le plus souvent pour évoquer des choses de manière beaucoup plus générale, amicale ou familiale. C'était un passionné c'est un esthète. C'était un passionné d'images et donc ce côté-là, il s'est attaché à le faire ressortir dans son activité sur le web. Et personnellement, j'allais souvent chercher conseil auprès de lui pour un cadrage, pour utiliser un appareil photo simplement au mieux, parce que quand on n'a pas eu la formation pour ça, on le fait un peu de manière empirique, mais pour que ce soit un petit peu mieux, pour qu'il y ait un autre rendu, eh bien la référence était quand même Patrick. Dans les échanges que nous avions, moi ce que j'avais ressenti, c'est qu'il avait vraiment le désir de retrouver plus souvent sa famille, d'être plus souvent près de sa famille, de profiter de son fils, de l'aider, d'être aussi proche, encore plus proche de sa maman, de sa femme et tout. Il avait vraiment ce souci de la famille, de l'entente familiale, parce que c'est quelque chose qu'il me répétait souvent. Catherine, il faut qu'on profite un peu plus de tout ça, de ce que peut nous apporter la famille, parce que ça demeure ce qu'il y a quand même de plus important. C'est qui m'avait toujours plu, il était d'une politesse exquise. C'est quelqu'un qui ne disait pas de gros mots et qui, ça pouvait paraître un petit peu suranné et tout, mais c'était très très plaisant. Donc il avait toujours le souci de ne pas déranger, d'être dans la bonne note, la bonne mesure, et ça c'est agréable, quoi, c'est inestimable. Patrick, moi je l'ai rencontré un 25 décembre. C'était pour mon entretien parce que je retournais au pays avec mon diplôme de journaliste. Et dans le bureau, Patrick Nègre et Claudine Aussant. Tout de suite, une bienveillance. Une bienveillance, des mots. J'ai cette image de cet homme qui parlait tout doucement, mais avec beaucoup de bienveillance. Et tout de suite, je me suis sentie chez moi, en fait. Une boîte que je ne connaissais pas. Et en même pas 40 minutes, avec Patrick Nègre qui faisait mon entretien. D'ailleurs, ça ne ressemblait pas vraiment à un entretien. On a parlé de tout et de rien. Et je garde cette image d'un homme humble, d'une bienveillance extrême. C'est vrai que Patrick... moi, j'ai commencé à Guyane la première à faire des piges en septembre. Et au mois d'octobre, comme ça, il me propulse à la présentation. Et ça a été un grand honneur et beaucoup de confiance, parce que le poste de présentateur, vraiment, emporte toute une rédaction. Et le fait qu'il me fasse confiance, j'avais 27 ans à l'époque, et qu'il me dise... Tiens, les rênes du week-end, c'était inimaginable. Et Patrick, c'était ça. C'était faire confiance, c'était montrer la jeunesse guyanaise aussi.
Parce que tout le temps, tout le temps, il me répétait « Ah, maman aimerait bien te voir, hein, la petite Guyanaise à l'entête. » Et voilà, et il en était fier, il en était extrêmement fier. Il en était fier. Un dernier mot, Jean-Gilles, avant de nous quitter? Je salue le frère. Voilà, j'espère que cette émission vous a permis de découvrir ou redécouvrir un grand professionnel dont le métier et la passion de l'image étaient le moteur. Patrick aimait les grands horizons, la preuve avec ses photos confiées par sa chère et tendre Chantal et son fils Mathis, que nous remercions vivement. Avec cette émission, le personnel de Guyane la Première lui dit un grand merci. Merci pour tout, Patrick. La paix est au bout du chemin.